Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci de prendre votre samedi pour venir apprendre, réfléchir et discuter tous ensemble. Merci aussi aux élus qui sont là aujourd'hui avec nous et qui valorisent au moins autant la réflexion avec la population que les discussions avec les promoteurs ou encore l'accompagnement de la Fédération québécoise des municipalités, qui se fait aussi comme un promoteur des projets éoliens en ce moment. Mon nom, c'est Janie Vachon-Robillard. Je suis porte-parole du collectif Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. Et ça me fait plaisir de débuter avec vous le colloque le colloque Une terre nourricière à protéger pour une transition énergétique éclairée. Donc, afin de mettre la journée d'aujourd'hui en contexte, ainsi que la naissance de notre collectif, je vais vous ramener un petit peu en arrière. Donc, on retourne au printemps 2023, au moment où on venait à peine de connaître l'existence des projets éoliens, du moins les personnes qui lisaient les journaux. Ça commençait à sortir à la mi-mars. Alors, au mois d'avril, nous avons, moi et deux de mes collègues qui sont ici présents aujourd'hui, co-signé une lettre ouverte qui a été diffusée dans le Courrier Sud, ainsi que sur la plateforme change.org. Avec cette lettre ouverte-là, elle était née de deux constats qui nous ont fait réagir. Donc, le premier était que la MRC, à la mi-mars, annonçait être favorable au projet éolien. C'était ça que je voulais vous montrer, les coupures de journaux. Donc, la MRC se montre tout à fait favorable à servir de terre d'accueil. Et ensuite, ici, confirme son intérêt à l'égard de l'implantation de la filière éolienne. Alors voilà, le fait que ça soit annoncé comme ça avant que la population soit même au courant du projet, pour nous, c'était problématique. On s'est posé la question, mais c'est qui la MRC? N'est-ce pas les représentants de nous? C'est pas nous, la MRC, finalement? Donc, comment ça se fait qu'on peut déjà être en faveur sans avoir consulté la population? Le deuxième constat, c'était que les projets éoliens, les contrats d'option avaient déjà commencé à être signés. Les promoteurs allaient voir individuellement chaque producteur, puis il n'y avait pas eu de décision collective pour quelque chose qui influe pas juste sur la terre où l'éolienne est mise, mais sur toute une collectivité. Alors, il y a eu une genre de surprise. Ah oui, c'est vrai. Bien, c'est pas une surprise, hein? C'est comme ça que le monde fonctionne. On va attaquer la bête solitaire plutôt que d'aller vers attaquer un troupeau. Mais quand même, on se dit ça devrait pas fonctionner comme ça. Donc, on a fait des demandes dans cette lettre ouverte-là. Ah oui, je vous ai mis la petite citation. Si la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Cette citation-là, parce que dans le fond, ça m'a ramené à mes cours de philo, mes cours de philo au cégep, où on apprenait que finalement, on ne vit pas dans une vraie démocratie, n'est-ce pas, mais une démocratie représentative. C'est la phrase qui exprime ça ici. Puis plusieurs de nos élus nous l'ont mis en évidence en nous disant « Mais vous nous avez élus pour prendre les décisions à votre place. Merci de nous laisser faire notre travail. » Et je vous amène sur ce sujet-là parce que je veux que vous voyez qu'au départ, c'était pas au niveau des éoliennes qu'on avait une problématique. C'est pas sur ce sujet-là qu'on attaquait, ou pas qu'on attaquait, mais qu'on demandait que quelque chose change, mais plutôt au niveau démocratique. Alors, nos demandes de départ étaient qu'on puisse avoir le soutien de la MRC pour faire cette réflexion collective-là.
qu'on ait des moyens de le faire avec une personne ressource qui nous aide, qu'en attendant, il y ait un moratoire. On demandait de la transparence, d'avoir accès aux mêmes informations que nos élus pour être capable de faire un choix éclairé sur ce sujet-là. Et on voulait aussi qu'au niveau de la réglementation, on ajoute à la MRC la notion de choix collectif pour tout grand projet qui viendrait changer ou affecter la vie d'une majorité de citoyens. Parce que, dans le fond, nous, notre vision de la démocratie, c'est que les élus nous représentent leurs citoyens et se doivent de prendre des décisions en adéquation avec les besoins, les préoccupations des citoyens. Ils sont là pour ça. Et que quand il y a une majorité de la population qui s'exprime sur un sujet, bien, c'est important d'en prendre compte, finalement. Alors ça, c'est les résultats de la campagne de consultation qu'on a tenue cet été. Alors, plein de bénévoles se sont promenés, ont fait du porte-à-porte pour aller vraiment prendre le pouls de la population. Ça prenait, je vous dis, en moyenne, ça prenait une vingtaine de minutes par porte, au moins, parce qu'on avait vraiment des discussions avec les gens. Les gens, il y en a qui n'étaient pas au courant, puis il y en a d'autres qui, effectivement, trouvaient que ça n'avait pas de sens, qu'il n'y avait pas de consultation populaire, qu'il n'y avait pas de référendum pour prendre une décision aussi importante. Donc, on a eu 2775 signataires à nos pétitions, et ça, sur la population adulte des municipalités ciblées, ça représente 41 % de la population qu'on a été capable de rejoindre et qui ont signé nos pétitions. Parce qu'il y en a plein qu'on n'a pas rejoints, là, en plein été, en passant 23 fois aux maisons, ça arrivait qu'il y a des grandes municipalités où on n'a pas pu faire tout le tour. Donc, avant de faire cette campagne de porte-à-porte, nous avions quand même proposé des options. On avait présenté un règlement municipal préventif grâce à la collaboration de 2 juristes qui avaient mis sur pied un projet de règlement qui permettrait de faire une période de réflexion avec une vaste campagne de consultation populaire et qui nous permettrait d'avoir des distances séparatrices des éoliennes, entre autres, plus conservatives, les plus basées sur les plus strictes au Québec. En attendant qu'on ait des preuves, qu'on puisse les diminuer, en attendant qu'on ait fait cet examen-là collectivement sur ce projet éolien-là. Ce qu'on a fait aussi, c'est de proposer une série de séances d'information avec des conférences pendant l'été, parce que ça ne nous avait pas été octroyé par la MRC, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a eu plusieurs citoyens dans plusieurs municipalités qui ont demandé qu'il y ait des séances d'information avec des agents, des experts neutres, qui sont sans conflit d'intérêt. Mais les maires considéraient que les promoteurs étaient les mieux placés pour nous expliquer leur projet et que ce n'était pas une nécessité. Donc, nous, on l'a fait. Ensuite de ça, on a fait une chaîne humaine où il y a eu plus de 200 personnes qui ont participé. Il y a même une petite capsule vidéo. C'était un événement pour... dans le fond, à ce moment-là, la MRC avait déjà annoncé qu'elle n'irait pas de l'avant le 12 septembre en déposant, en appuyant le projet éolien au premier appel d'offres. Mais elle avait aussi annoncé à ce moment-là que son intention, c'était juste de se préparer, de mieux se préparer pour le prochain appel d'offres. Il n'y avait pas de promesses, il n'y avait pas de certitude qu'il y aurait des consultations, ni de référendum. C'était vraiment juste, notre intention, c'est de continuer. Donc, les gens se sont mobilisés puis sont venus à cette chaîne humaine-là pour appuyer la proposition alternative que nous, on faisait. Ah, il faut le revoir une deuxième fois, pardon. Oui, c'était pour ça, 200 personnes pour avoir 200 mètres pour être capable de visualiser la hauteur des éoliennes. Donc, la proposition alternative que nous faisions à ce moment-là, c'était de faire table rase du projet, étant donné le peu d'acceptabilité sociale qu'il
qu'il avait à ce moment-là. Alors, d'explorer toutes les options qu'on pouvait avoir en termes de production d'énergie ou de transition énergétique. C'est quoi toutes nos options? De prendre le temps de repartir à la base pour pouvoir faire vraiment un choix qui vient de la base, de nous, que ce soit nous qui choisissions vers quoi on veut aller plutôt que de se faire imposer quelque chose qui vient d'en haut. Alors, tant qu'à faire un nouveau projet aussi, qu'on bâtirait de nous-mêmes, on voulait que ce soit un projet qui n'exacerbe pas les différences économiques entre les différents citoyens, puis qui ne favorise pas une division sociale, mais plutôt une cohésion, puis qu'on travaille ensemble. Avant de donner la parole à nos conférenciers, il faut quand même que je vous parle du règlement de contrôle intérimaire dont l'avis de motion a été fait le 18 octobre et qui va être adopté le 22 novembre prochain. Ce règlement-là a été bâti sans les citoyens, sans la majorité des élus aussi, parce que tous les conseillers municipaux n'ont pas été impliqués dans cette élaboration de règlement et ils viennent juste d'en prendre connaissance. Il y en a même qui ne l'ont pas reçu encore et on n'a pas la possibilité, nous, citoyens, de le consulter. On s'est fait répondre que c'était un document de travail confidentiel réservé aux élus jusqu'à son adoption le 22 novembre prochain. Et en passant par un règlement de contrôle intérimaire, ça dévie le processus démocratique habituel quand il y a un règlement de zonage qui est modifié où les citoyens peuvent ouvrir un registre et demander un référendum. Donc ça, il n'y a pas de référendum, mais non seulement il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de consultation publique pour que les citoyens puissent le critiquer, le bonifier, proposer autre chose. Alors, ça a été très clair à la dernière rencontre des maires que c'est pas... ça relève de la volonté politique. Les maires n'ont pas l'obligation de tenir consultation sur ce règlement-là, mais pourront le faire éventuellement quand les décisions importantes vont déjà avoir été approuvées à la MRC puis appliquées sur toutes les municipalités. Bien là, municipalité par municipalité, pourront proposer un règlement supplémentaire s'il est considéré comme permettant les éoliennes, parce que si ça contrevient à la permission de mettre des éoliennes sur le territoire, ça ne sera pas accepté. Fait qu'en gros, c'est ça. La remise de la consultation populaire est toujours remise à plus tard. Donc, c'est dans ce contexte-là du manque démocratique, du conflit de valeurs au niveau démocratique que le collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska, on est en démarche d'incorporation pour être un OSBL reconnu, ou en tout cas en bonne et due forme. On veut poursuivre cette démarche-là. Et notre mission, ce ne sera pas de s'objecter aux éoliennes, mais plutôt de susciter une réflexion citoyenne sur différents enjeux d'intérêt collectif dans notre MRC et permettre à la population de faire des choix libres et éclairés, favoriser une démocratie participative et active. Donc, on va éventuellement changer de logo parce que la petite éolienne, ça va aller au-delà de ça. Donc, je reviens sur ceux qui ne connaissent pas encore notre site Web, de vous le présenter rapidement parce qu'on met là-dessus des pistes, des traces des activités, des événements qu'on a tenus. Alors, on peut retrouver les conférences enregistrées et les différentes rencontres d'information citoyenne que vous auriez pu manquer, comme la journée d'aujourd'hui, éventuellement, va être accessible aussi sur notre site Web. Et je termine en disant que l'union, c'est ça qui fait la force. Et je voulais attirer votre attention. Vous vous êtes probablement fait poser la question à l'entrée si vous vouliez joindre notre infolette. Pour l'instant, c'est l'outil qui me semble le plus facile pour coordonner nos efforts ensemble, que vous restiez informés des prochaines étapes, puis qu'on puisse rester dans cette union-là. Donc, je remercie ceux qui sont inscrits, je remercie ceux qui la lisent. Vous pouvez très bien la lire en diagonale, puis au moins avoir les grands titres, puis lire juste ce qui vous intéresse, mais au moins vous allez savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les prochaines étapes.
Si vous vous êtes inscrit et que vous ne la recevez pas, vérifiez vos courriels, ajoutez-nous dans votre carnet d'adresse, assurez-vous de la recevoir. C'est la chose qui va le plus nous aider pour l'instant. Et bien sûr, toutes les donations sont nécessaires pour faire avancer une cause citoyenne bénévole comme on le fait en ce moment. Merci à tous ceux qui ont contribué pour que l'événement ait lieu aujourd'hui et tous ceux qui contribueront aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vais inviter ma co-animatrice pour la journée, Madame Lucie Sauvé, qui est une professeure émérite de la Faculté des sciences, de l'éducation et professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Elle est fondatrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Ses principaux domaines de spécialisation ont trait aux dimensions critiques et politiques de l'éducation et aux dynamiques de mobilisation citoyenne. Elle anime les travaux du collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec. Elle a toujours associé son engagement académique à l'engagement social et participé activement à diverses mobilisations citoyennes en environnement. Donc, je la remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir co-animer cette journée-là avec moi. Oups, pardon. De même que tous nos autres conférenciers qui ont accepté de participer à cette journée-là bénévolement pour soutenir notre cause, mais aussi pour nous partager leur expertise. Alors, merci beaucoup. Et je laisse la parole à Lucie. Voilà, bien, ça m'a fait vraiment grand plaisir d'accepter cette invitation à co-animer ce colloque citoyen. Bien sûr que j'ai passé ma carrière en recherche, m'intéresser à la formation, à l'apprentissage, à toutes les dynamiques d'apprentissage collectif entre nous, citoyens, mobilisés sur des questions qui nous préoccupent au sein de notre territoire. Alors, j'étais très heureuse à travers mes conversations, d'abord avec Richard Langelier et puis ensuite avec Janie. J'étais intéressée et heureuse d'apprendre à travers leurs récits, leurs explications, la démarche que vous menez et qui est une démarche, en fait, éminemment politique, au sens premier de politique. Politique qui veut dire s'occuper ensemble des choses qui nous concernent tous et toutes. Alors, donc, votre démarche, bien, elle rejoint celle de très nombreux regroupements citoyens au fil des dernières décennies, là, qui, finalement, ont réagi face à l'annonce, par exemple, d'un projet de développement majeur ou, dans votre cas, d'une installation énergétique d'envergure sur leur territoire, qui se sont mobilisés pour apprendre ensemble à propos de ce qui se passait chez eux et de tenter d'envisager peut-être des modifications au projet ou encore de se donner des projets plus appropriés pour leur territoire. Et c'est exigeant l'apprentissage autour de ces questions-là, parce que les questions d'environnement sont des questions éminemment complexes et on a besoin d'être nombreux, d'être plusieurs à mettre ensemble nos connaissances, nos compétences, à aller se chercher des spécialistes pour mieux comprendre ce qui se passe. Puis moi, bien aujourd'hui, je suis venue apprendre avec vous. Alors, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. L'environnement, ce sont des phénomènes, des réalités qui évoluent au fil du temps. C'est éminemment complexe. Donc, je suis venue apprendre avec vous. Alors, j'apprécie cette belle possibilité. Je suis contente de voir votre dynamique de démocratie active. Alors, voilà, on va se souhaiter une belle journée. Alors, on va commencer avec le panneau sur l'enjeu de la protection des terres agricoles. J'invite Christine Schmouki,
présidente du groupe de la relève agricole à venir prendre place avec les prochains conférenciers aussi qui vont faire partie de ce panel-là. Donc, Christine Schmouki, présidente du groupe de la relève agricole du Centre du Québec. Elle détient un bac en agronomie et elle est productrice sur l'entreprise familiale en production laitière de grandes cultures et framboises à l'autocueillette à Victoriaville. Avec elle, Jean-Philippe Côté, qui rêvait depuis longtemps d'exploiter une ferme, qui a racheté la terre de son grand-père à Grand-Saint-Esprit et l'exploite avec sa conjointe, une production maraîchère diversifiée. Il fait partie de la relève agricole. Monsieur Sylvain Laplante, agriculteur de métier depuis 4 générations. Il a de la terre dans les veines. Il habite au centre du Québec, dans une terre très fertile. Il a participé durant 35 ans à la vie municipale, dont 20 ans comme maire de la Visitation de Yamaska. La transparence et l'écoute de ses citoyens font partie de son ADN. Et finalement, Serge Lemire, producteur d'expérience en agriculture biologique, ancien producteur laitier. Il a fait la preuve qu'une ferme laitière en bio, c'est rentable et a donné de nombreuses conférences sur l'agriculture biologique aux agronomes. Alors, je remercie énormément nos panélistes d'avoir accepté l'invitation. Et je veux nommer que ça a été difficile quand même parce que beaucoup d'agriculteurs que j'ai approchés ne se sentent pas à l'aise de venir parler en avant d'une grande salle comme ça. Et bon, il y a aussi les activités agricoles qui ne sont pas terminées, mais je voulais souligner donc l'effort et la présence de ces 4 personnes qui viennent prendre le temps de nous parler de la réalité des terres agricoles, puisqu'on vit avec le slogan de la MRC ici, en terre nourricière. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Christine. Merci. Merci de l'invitation au comité. Dans le fond, comme Janine l'a expliqué, moi, je représente la relève agricole du Centre du Québec. C'est un groupe, dans le fond, affilié à la Fédération de la relève agricole du Québec. On est environ 200 à 220 membres à travers les 5 MRC du Centre du Québec. Donc, je représente un peu ces jeunes-là à travers les 5 MRC. Puis, dans le fond, aujourd'hui, c'est une belle journée qui se veut constructive. Moi, je voulais venir vraiment présenter, dans le fond, les enjeux que nous, la relève, on vit un peu au quotidien, les embûches un peu qu'on est confrontés. Ça fonctionne-tu? Plus proche, OK. Allô? Non. Là, je parle fort, mais sinon... Allez-y. Ah, OK. Et bye-bye. Là, c'est bon. Là, je m'entends résonner, là. Donc, c'est ça, je disais, les enjeux de la relève qu'on est confrontés un peu à tous les jours. On parle autant au niveau de transfert d'entreprise, au niveau d'établissement, au niveau de démarrage également. Un des premiers aspects, un des premiers enjeux, en fait, que la relève se bûche, c'est principalement l'accès aux terres. L'accès aux terres, on parle d'un point de vue financier, bien entendu, mais aussi un point de vue d'accessibilité. On sait que quand il y a une terre à vendre dans les environs, c'est très rare qu'on est au courant, en fait, qu'il y en a une à vendre, puis qu'on aurait la possibilité de peut-être partir un projet sur ce lot de terre-là. Donc, c'est ça, j'ai quelques petites statistiques, si on veut. Au Centre du Québec, on parle, disons qu'on parle de valeur des terres, on parle environ entre 17 et 20 000 dollars de l'acre de prix moyen, au Centre du Québec. Là, c'est à travers les 5 MRC, donc ça varie quand même passablement d'une région à l'autre. Puis, un des enjeux qu'on vit, autant la relève que les producteurs, en fait, c'est la valeur agronomique qui se situe autour plus de 6-7 000. Donc, rentabiliser une terre lorsqu'on démarre un projet ou quand on achète un nouveau lopin, bien, ça devient très difficile. Donc, ça, c'est un des facteurs supplémentaires
qui s'ajoutent. Donc, nous, c'est sûr qu'au niveau de la relève, on travaille beaucoup avec les gouvernements pour faire demander des incitatifs fiscaux, principalement lors des transferts de relève ou avec les cédants, là, bien entendu, ce qui faciliterait davantage certains transferts. Prendre le temps de respirer. Après ça, on a le projet de l'artère dans le centre du Québec qui existe. Dans le fond, c'est un projet de maillage entre les aspirants relève et les aspirants cédants pour des projets d'établissement ou des projets de location. Il y a plusieurs formules possibles. Donc, c'est une des options qui existent au centre du Québec pour faciliter les transferts ou du moins aider à en créer davantage. Au niveau de la relève, l'aspirant relève, nous, ce qu'on veut vraiment, là, c'est vraiment poursuivre l'activité agricole. T'sais, on veut garder la première vocation qui est de nourrir le monde. On veut que les terres qui sont actuellement en activité agricole continuent de rester en activité agricole. On veut idéalement zéro perte de surface. On subit énormément de pression, autant la relève que les producteurs en réalité. On parle en pression là, de développement immobilier, que ce soit pour des parcs de loisirs, par rapport aux municipalités. On parle aussi de certaines terres qui sont laissées à l'abandon en friche, qui auraient du potentiel à être cultivées. Donc, toutes les pressions sociales, évidemment, la pression environnementale suite au changement climatique, ça fait augmenter la pression sur les producteurs et sur l'activité actuelle en agriculture. Donc, ça vient un peu rajouter des difficultés à tout le monde. C'est ça. Ensuite, je vais peut-être vous faire un petit topo au niveau de la zone verte qu'on dit agricole. Elle représente environ 4,2 % au Québec. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient au courant. De ce 4,2-là, on dit qu'il y a environ 2 % qui est vraiment 100% cultivable. Donc, la ressource au Québec est quand même assez limitée. C'est une terre qu'il faut protéger comme un peu la thématique de la journée. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, une ressource limitée, puis on veut vraiment là, que ça continue dans le sens de la protection puis des activités agricoles. Ça fait un peu le tour de ce que j'ai dit. Là. Je vais me répéter sinon. Donc, les entreprises agricoles doivent faire preuve de résilience énormément, d'innovation, tout en étant autosuffisants et performants là-dessus. Donc, tous ces enjeux-là qui sont déjà présents, on les vit à tous les jours, puis on doit essayer de les contrôler si on veut, ou du moins je sais pas comment dire ça, là, mais essayer de passer au travers. Donc, voilà, merci. Bonjour, Jean-Philippe Côté, producteur maraîcher dans le Grand Saint-Esprit. Moi et ma conjointe, on a démarré une entreprise, ça fait 2 ans de cela, en production maraîchère. Au mois de mars dernier, on s'est fait approcher par un promoteur pour l'implantation d'éoliennes dans notre municipalité. Nous autres, à ce moment-là, j'avais déjà entendu parler des éoliennes à travers le monde, mais tu sais, j'avais pas vraiment d'idée fixe là-dessus. Fait que ils nous ont mis une certaine pression pour signer tout de suite, nous disant qu'il y avait un boni, puis que si je signais pas, ben le voisin signerait, que j'aurais aucune redevance. Ils nous ont un peu déblatéré ça comme ça. Nous autres, on a décidé de prendre un pas de recul. Excusez-moi. Puis d'aller chercher l'information, puis de documenter comme il faut avant d'aller signer sur quelque chose qu'on ne savait pas sur quoi qu'on mettait maintenant.
je vous compterai pas de menterie pour le montant qu'ils nous offraient, par exemple, pour une entreprise en démarrage comme la nôtre. On y pensait quand même. On y a pensé. Dans leur discours, il y avait juste des avantages. Les désavantages qu'ils nous amenaient, ils étaient à peine soulevés ou des fois même ridiculisés. Il a fallu se prendre, comme Jenny disait tantôt, les seules personnes sur qui on pouvait se baser pour prendre une décision, c'était le promoteur lui-même, que la municipalité avait comme laissé ça dans ses mains pour informer la population. Fait qu'il a fallu se lancer dans une course effrénée à l'information en compagnie de Jenny et tout le comité pour aller chercher vraiment l'information la plus neutre possible. Comme tout le monde, moi, dans les désavantages, comme plusieurs personnes le mentionnent au niveau de l'UPA aussi, l'empiètement sur les terres agricoles, comme Christine vient de le dire, c'était quelque chose qui me touchait. On sait que les développements résidentiels qui empiètent, commercial, industriel, on rajoute l'éolienne à ça. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne le sais pas encore. Après ça, tu sais, au niveau, moi, qu'est-ce qui m'a touché aussi là-dedans, c'est que certaines personnes au niveau de la municipalité certains producteurs vont aller chercher toutes les redevances, tandis que, oui, il va y en avoir une certaine partie de donner à la municipalité, mais plusieurs personnes vont vivre avec les inconvénients au niveau de la municipalité puis qu'ils ne seront pas dédommagés en rien par rapport à ça. Fait que moi, je suis qui comme personne pour dire, OK, je décide d'avoir un éolienne chez nous, mes 3 voisins avec vont vivre avec les conséquences, puis regarde, c'est moi qui décide ça pour tout le monde. Je trouve qu'il y a un réel manque de démocratie à ce niveau-là. Le projet, ça c'est quelqu'un, en parlant avec un producteur de Saint-Wenceslas qui m'a allumé là-dessus, je trouvais qu'il était mal ficelé aussi au niveau. Des fois, nos élus ou les représentants politiques en ce moment disent « Ouais, mais tu sais, comme Christine a dit, plusieurs producteurs en ce moment sont en perdition au niveau de l'entreprise, ça va pas bien. Ça va permettre à l'agriculture de donner un coup de pouce en arrière puis d'amener de l'argent dans les poches des producteurs. » C'est vrai puis c'est pas vrai. C'est un minime pourcentage des producteurs qui vont en avoir des éoliennes sur leur terrain. Ces personnes-là vont bénéficier des avantages financiers. Le producteur qui est à côté, lui, il n'aura pas d'éoliennes chez eux et qu'il n'aura pas une scène de ça. Mais lui, son pouvoir d'achat vient de diminuer par rapport à son voisin. Fait que le voisin va pouvoir développer une croissance économique plus facilement ou va pouvoir acheter la terre de l'autre voisin, mais qu'elle soit à vendre. Mais l'autre, lui, va s'en trouver un peu désavantageux, bloqué, désavantageux. Fait qu'à ce niveau-là, je trouvais qu'il y avait une certaine concurrence déloyale qui se créait. Ça ici, c'est mon opinion plus personnelle. Avec les connaissances que j'ai acquises, comme je ne suis pas un expert, mais au niveau des 6 derniers mois, l'éolienne visite le durable. La technologie, en ce moment, moi, j'entends ce qui se passe en Europe. Ils sont en continuelle amélioration de la technologie de l'éolien. Présentement, qu'est-ce qu'ils nous offrent? C'est plutôt vieillissant comme technologie. C'est une extraction de matière quand même assez importante. Puis là-dedans, dans le cercle du durable, on est supposé de garder la roue, de sortir le moins possible de stock de la roue du durable. Mais au niveau de l'éolien, après 30 ans, les pales, présentement, sont un des enjeux. C'est irrécupérable. Fait que je pense qu'il y aurait une amélioration ou une meilleure vue à long terme de ce qu'on pourrait faire. Il y a des personnes comme M. Pinault, que j'ai écouté cette semaine en conférence, qui amènent des solutions à ça, des alternatives. L'amélioration des énergétiques des infrastructures déjà en place. La visibilité vers de nouvelles technologies. Développer un tel projet en dehors des zones agricoles et habitées, c'est sûr, parce que je l'ai vécu dans ma municipalité, puis on n'est même pas encore aux prémices du projet, puis il y a déjà une division qui est en train de se créer.
Après ça, c'est sûr que de sensibiliser les citoyens à une baisse de consommation. Je les énumérerai pas toutes, mais il y a d'autres alternatives. Fait que c'était pas mal ça ma conclusion. Ça se termine comme ça. Je vais laisser la parole à M. Laplante. Alors, bonjour tout le monde. Moi, j'aimerais ça que les élus qui sont actifs dans les municipalités, qui sont ici aujourd'hui, se lèvent debout. On les applaudit. Merci d'être là. Votre présence est très, très appréciée. Je salue Denis Gendron, que j'ai siégé avec à la MRC de Nicolette et Amaska. C'est une des seules mairesses qui s'est levée debout pour dire son idée. Elle était bien pas appréciée de toutes les maires, mais au moins, elle a dit son idée. Puis elle tient à son idée. Je te félicite, Denise. C'était une des seules. Là. Un autre point que je veux apporter, quand il y a des élections provinciales, on va parler des dernières élections provinciales. Pas pour faire de la partisanerie, de la politique, sauf qu'on parle de la santé, on parle de l'éducation, puis l'agriculture, on repassera. Je trouve ça triste un petit peu, moi. Même là, on ne voit pas nos représentants, comme notre ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne. Je ne sais pas ce qu'il est, là, mais on n'entend pas parler. Ça sera à lui à se lever debout puis dire « Hey, il y a une terre productive dans la plaine du Saint-Laurent, dans les terres agricoles. Qu'est-ce qu'on fait là avec du ciment et de la grenotte? Ça ne marche pas, ça. On a aplani... on a aplani nos terres. On a commencé par avoir des subventions. On a fait des fossés. Au bout d'une secousse, on a défait les fossés. On a aplani. On travaille avec des GPS, satellites. Et puis on parle de productivité. On a des planteurs à cette heure qui ont des GPS pour s'en aller bien droit. On peut même lire notre journal en s'en allant avec le tracteur. Puis là, on veut mettre un obstacle sur nos terres. Moi, si j'avais été encore maire, j'aurais été le deuxième ou le premier avec Denise à dire non. Oui. Oui, dans 2 ans. On va se rappeler de ça. Non, mais c'est important. Moi, je trouve qu'ils ont tous appuyé ça, mais c'est les gros sous aussi qu'ils ont poussés. Puis ça a été peut-être mal interprété là, de la part de notre représentant de la compagnie. Là. Lui, là, la plaine du Saint-Laurent ou n'importe quelle agriculture, il reste probablement sur le trottoir en quelque part. Là. Fait que ça ne l'occupe pas bien, ça ne l'intéresse pas pantoute. Mais tout à l'heure, mais on importe, c'est ça qu'on dit, on achète, on importe notre agriculture. Bien là, on dira ici, on en manque, il faut l'importer. Là, on a. Pourquoi qu'on n'y fait pas attention? En plus, le slogan de notre MRC, Nicolette et Amaska, c'est une terre nourricière. Puis on n'en parle pas trop, on dirait qu'on est gêné d'en parler. L'autre jour, à Nicolette, je suis allé l'autre jour au RCI à Saint-Wenceslas, ils ont parlé d'un RCI. Ça, c'est correct parce que maintenant, il faut mettre des limites, il faut mettre des règlements. Toutes les municipalités ont ça. Mais il y a un point qui m'a... Ils ont soulevé un point, ils ont dit, Aura l'Arena à Nicolette, ils ont arraché l'asphalte pour mettre des arbustes. Alors, du verre, ils appellent ça
un tournage vert, je ne sais pas comment j'appelle ça, Denise, aller vers le vert. Et puis, dans les campagnes, on va aller mettre du ciment. Eux autres, ils mettent des boutières et des arbustes, ils coupent l'asphalte, puis nous autres, on va mettre du ciment sur nos terres. L'autre jour, en conférence de presse, j'ai emmené mon article que j'ai composé. Pour ceux qui n'étaient pas là, m'en va le lire. Puis ceux qui étaient là, je vais aller comprendre davantage. En passant, j'ai bien aimé être maire. J'ai fréquenté du bon monde. Puis dans le temps, il me semble qu'on échangeait, puis il n'y avait aucune hypocrisie. On disait poliment ce qu'on avait à dire, puis on arrivait à une conclusion. C'est sûr que là, c'est un projet gigantesque, c'est un projet très, très gros, avec des gros dollars. Tout le monde est payé. L'agriculteur, très bien payé, puis encore, je pense qu'il y en a qui ont des montants plus minimes que d'autres, parce qu'ils ont accepté la première fois. S'ils avaient hésité un peu, le promoteur serait revenu, il les aurait offert un peu plus. OK? Moi, je suis dans la vente, et puis c'est le contraire. Les gens, ils m'offrent moins. C'est pas une bonne solution, messieurs les agriculteurs, cela. Mais c'est important d'être transparent. C'est pour ça que j'ai emmené mon texte. Je vais vous lire ça. Une terre nourricière. Nos ancêtres se sont arrachés le cœur pour défricher la terre et la rendre cultivable et viable, pour nourrir leur famille en déplaçant les souches et en fendant des pierres à la sueur de leur front pour un jour la donner en héritage à leurs enfants. Ces mêmes pierres qu'on a broyées, nous allons les ressemer sur nos terres productives en 0,3, fertilisées avec des dollars qui tombent du ciel. De cette semence jaillira des tours, des ventilateurs géants pour notre bien-être à tous, pour notre confort, pour faciliter la vie des régions, des Québécois et des pays voisins. Qu'est-ce qui est plus beau à contempler? Une liasse d'argent ou une liasse de blé? Il n'est pas trop tard pour une réflexion collective. Moi, dans mon mandat de maire, j'ai toujours pris soin de consulter ma population pour des projets importants. Celui-ci est gigantesque. À ne pas prendre à la légère. Il cogne à nos portes. Il est pressé de s'établir chez nous. Il nous aime. Encore aujourd'hui, en tant qu'ex-maire de l'habitation, j'ai beaucoup de plaisir à côtoyer les gens qui m'ont élu. Je les salue en échangeant une poignée de main honnête et amicale. Ne laissons pas les gros sous détruire et dissoudre notre qualité de vie et notre solidarité. Monsieur, je me reprends. Ne laissons pas les gros sous détruire et dissoudre notre qualité de vie et notre solidarité. Chez nous, dans notre MRC Nicolette et Yamaska, sur nos terres nourricières. Merci. Alors, je laisse la parole à M. Lemire. Il va falloir que j'upgrade dans mon information parce que le quatrième panéliste, après trois qui ont étalé pas mal l'information, je voudrais juste vous dire, Serge Lemire de Nicolette, producteur agricole à la retraite, on pourrait dire. Pas retraité, mais à la retraite. Je détiens une terre de 100 acres en production biologique, certifiée depuis 43 ans. C'est sûr que l'implantation des éoliennes m'a fait réagir énormément.
On a souligné les fameuses roches que nos ancêtres, nos grands-parents ont déplacées, puis que là, ils vont être en trois cornettes dans nos sols. On va juste regarder excusez. Du côté de l'environnement, principalement nous autres, les producteurs agricoles, on n'a pas le droit d'aller renflouer le bord de nos fossés, de nos rivières, avec du ciment qui vient de démolition. Là, on va nous en implanter dans nos sols, dans la petite partie de sol qui nous reste pour nourrir le monde. On va nous implanter des tonnes phénoménales. Puis ça, ce qui prône présentement, ce qui nous étale présentement, le nombre d'éoliennes, on parlait de 63, c'est la pointe de l'iceberg. J'en suis convaincu. Ça, c'est un point. La compaction de nos sols, M. Laplante l'a bien dit, on a fait des fossés. J'en ai fait des fossés. On les a remplis, on a nivelé, on a drainé. Tout ce drainage-là, il y a des pentes à respecter, il y a des connecteurs, il y a un paquet de choses. Là, on implante des éoliennes dans nos terres agricoles. Fait que tout le système de drainage, partout là où il va passer des conduits, parce que les éoliennes, ils vont être étalées sûrement stratégiques pour être économiques pour le promoteur. Fait que de façon économique, est-ce qu'il va tenir compte de tous nos plans de drainage? Est-ce qu'ils vont tenir compte de nos pentes au niveau de la compaction des sols pour en avoir vécu chez nous? J'ai une terre sur le bord de la rivière. Et puis quand ils ont renouvelé le barrage dans ce temps-là, ils sont passés avec des camions. Mais j'ai été quasiment une quinzaine d'années, 15-20 ans, que ce qui poussait, c'était des fouettes. C'était pas de la culture, c'était des fouettes. Fait qu'il a fallu décompacter. Fait que j'imagine des camions, des semi-trailers, des 10 roues qui passent avec des voyages surchargés sur des terres qui sont fragiles, les dommages collatéraux que ça va laisser. Je viens de parler de ça. Les conduits électriques, avec l'information que j'en ai depuis un bout de temps que je suis dans ce système-là, on parle de passer du filage qui va relier toutes les éoliennes pour s'en aller vers la centrale. Puis déjà là, on pense de passer le fil 3 fois plus gros que ce qu'il y a besoin présentement. Il y a anguille sous roche. Ça veut dire que la même éolienne va produire plus ou ils vont en mettre plus. Il y a une petite question que je me pose, je n'ai pas de réponse. Je m'en doute la réponse. J'ai pris des notes en plus petit, je vais trouver de sortir des lunettes. Les bruits, les dérangements incontrôlables, on nous a parlé de pourcentage de bruit, le nom m'échappe. C'est toujours été calculé dans un minimum d'opérations. Quand il y aura des vents plus forts, des vents moins forts, la pression atmosphérique va être différente. On n'aura plus le choix, la tour elle va être là. On n'aura plus le choix de l'entendre, de vivre avec ça. J'ai déjà assisté à une conférence qu'il y avait un monsieur de Saint-Ferdinand qui disait qu'eux autres, ils se sont fait carrément arnaquer avec ces choses-là. Puis que je me rappelle d'avoir été dans ce coin-là, puis quand tu arrives à Saint-Ferdinand, tu vois les montagnes, tu vois les arbres, puis tu les vois. Aujourd'hui, tu ne les vois plus. En plus d'avoir des éoliennes tout partout qui changent le coup d'œil, la nuit, il y a des grosses lumières là-dessus pour pas que les avions les accrochent, là. Bien important. Fait que les étoiles, on va les voir quand? Quand est-ce qu'on va les voir? On les voyait avant, mais je ne pense plus qu'on les voit. C'est un autre aspect. Il y a la division de la population. M. Laplante en a parlé. Si mon voisin, là, qui a sans scrupule, dit « Moi, je m'en mets une chez nous, une éolienne, là, puis qui est sur le bord de la ligne, là, sur le bord de ma maison, c'est moi qui vais vivre avec les conséquences. Je suis contre à 100 000 à l'heure. Mais je vais vivre avec ces conséquences-là. Puis ça, c'est le reflet de beaucoup de monde dans la société, dans notre MRC, qui vont avoir à vivre avec ces problèmes-là, que tu n'en veux pas, mais tu es pris avec, tu l'as d'en face, tu as le son, tu as tout ce qui va avec ça. On parle de division. C'est bien certain que tout cela, c'est politique, ça a été mentionné, puis on le sait tout. Le gouvernement, il a évoqué un besoin. L'Hydro-Québec, c'est-à-dire, le gouvernement, lui, il pense fric. Malheureusement, nos élus municipaux sont prêts à troquer nos terres agricoles qui sont le garde-manger
contre de l'électricité par éolienne qui est prouvée, qui est non rentable, qui est destinée aux États-Unis, implantée dans nos sols québécois. Ces actions sont loin d'être vertes et écologiques. On nous parle de vert depuis quelques années. C'est quoi le vert qu'ils ont trouvé? Moi, je regarde les arbres, là sont plus rouges, là, mais je regarde les arbres l'été, il y a toutes sortes de verts. Mais ce qui se véhicule au niveau politique, là, quand on dit on est vert, il nous a parlé tout à l'heure, on arrache de l'asphalte pour replanter des arbres, on met du ciment dans nos terres qui vont laisser des dommages à long terme. Fait que je trouve ça dommage que ces actions-là se fassent sans qu'on ait le droit de rien dire. L'avis de motion qui a été donné, là, qui bâillonne tout le monde, puis on n'a aucun pouvoir. Ce pouvoir-là d'être capable de pondre un contrôle intérimaire comme ça, là, c'est un pouvoir immense que les MRC ont dans les mains. Ils ne sont pas capables de mener ce système-là. On est en train de tout se faire organiser. Fait que, je vais finir là-dessus. Les citoyens et leur qualité de vie sont méprisés au plus haut degré. C'est mon opinion personnelle. Je vais rajouter à la conversation un texte qui m'a été soumis, quelqu'un qui préférait s'exprimer par écrit. Yvan Beauchemin, qui exploite avec sa conjointe Marie-Agnès Frelon une ferme laitière, céréalière et forestière en régie biologique depuis 20 ans. Un pionnier dans son domaine, issu d'une famille de souches de Grand Saint-Esprit, qui font de l'agriculture depuis 1839. Mais c'est également un passionné d'ornithologie, vous allez le comprendre par son texte. Alors, voici nos préoccupations quant à la venue de complexes éoliens dans la région. D'abord, nos terres ne sont pas à souiller par de grands développements. Elles sont plutôt vouées à l'alimentation humaine de façon biologique, protégeant les nappes phréatiques, évitant les fauches hâtives pour protéger les oiseaux champêtres, dits chanteurs, et équilibrant nos gaz à effet de serre par la sylviculture sur 80 hectares. De 135 hectares en régie biologique sortent 450 000 litres de lait de vache et près de 600 000 litres de lait de soya biologique. De plus, notre terre est le théâtre de nidification de près de 30 espèces d'oiseaux champêtres, dont la majorité sur la liste rouge. Dans le même ordre d'idée, toute notre région est le garde-manger d'un sanctuaire d'oiseaux qui, en fait, est une halte migratoire de premier ordre pour la majeure partie des oiseaux de l'Est de l'Amérique du Nord. À titre d'exemple, l'oie blanche présente par centaines de milliers dépend de cette halte migratoire. Elle ratisse toutes les terres de la région 2 fois par jour et circulant à 4 reprises. Les bernaches y sont tout aussi présentes, ainsi que les canards, les bécasses et une multitude d'oiseaux de rivage. On parle de millions d'individus. Je ne conçois pas que l'on ne parle à peine d'études d'impact sur les oiseaux d'Amérique. Le projet éolien en cours, par grappe de 200 mètres de hauteur, sont de formidables perturbateurs de l'écosystème. Je vous prie de saisir que les enfants, les femmes et les hommes font également partie de cet écosystème. En tant que marin, je peux vous dire que les vents de notre région sont cléments dans l'ensemble. En tant que fermier, je peux vous dire que le sous-sol argileux en profondeur est un élément qui double la facture pour ériger ne serait-ce qu'un silo. Alors, merci à M. Yvan Beauchemin également. On voulait avoir une période de questions. Mais le temps nous manque actuellement. J'ai préféré laisser parler plus longtemps chacun de nos panélistes. Donc, mais je vous invite sur l'heure du midi, on va avoir un moment de réflexion collective. Il y a eu des sujets déjà ciblés, mais je suis certaine que si vous allez vers ces messieurs, madame, je pense que ce ne sera pas avec nous, mais les agriculteurs ici vont répondre à vos questions sur l'heure du midi. Alors, je vous remercie et puis je laisse la parole à Lucie.
fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Mais on sait trop bien que tout ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on n'a pas fait l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il y a toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.